FM. Dans l'actualité de ce jeudi, premier résultat concret du dialogue national, les nouvelles règles du parrainage actées, le projet de loi a été adopté. 123 députés ont voté pour, 2 contre et 33 se sont abstenus. Les détails dans cette édition. Le PJF à la place de la controversée CREI, des politiques et praticiens du droit doutent de la pertinence de la réforme. En une décennie, la CREI n'aura jugé que 2 personnes. Le prix du kilowattheure de l'électricité n'a pas connu une hausse, mais pourquoi alors les compteurs Woyofal virent rapidement au rouge en cette période? Lumière crue sur une angoisse des gourgourlots dans ce 20h. Et puis on est jeudi, littérature, les bonnes feuilles de la rédaction zoom sur l'ouvrage Les flots en sanglots de Alun Badarabang. Vous le verrez, le sujet fait l'actu. Bonsoir à tous. D'abord ce drame qui secoue le nord du Sénégal, le chavirement d'une pirogue en provenance de la Mauritanie pour rallier la vieille ville. Des jumelles ont péri dans l'accident. Le point avec Ousseynou Diop. La pirogue avait pris départ à Toumdé-Diamni, village mauritanien qui fait face au quartier Souima de Podor. Elle a chaviré hier entre 19h20 et 19h30 à quelques mètres du rivage côté sénégalais. Selon nos informations, le piroguier avait quitté ce village pour coster à Mawandi, près des aménagements de Podor. Dans la pirogue, il y avait à bord, outre le piroguier de nationalité mauritanienne, une dame et ses jumelles. Malheureusement, l'embarcation a chaviré à quelques mètres du rivage sénégalais. La dame et le piroguier sont sortis indemnes, laissant dans l'eau les 2 enfants, âgés seulement de 9 ans, selon des sources proches de la famille. Les sapeurs-pompiers qui se sont déplacés sur les lieux ont trouvé, après quelques heures de recherche, la première victime, alors que la deuxième sera retrouvée 15 heures plus tard. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les vraies circonstances de la mort des 2 filles dans le fleuve. Merci Ousseynou. À la une de l'actualité, le projet de loi portant révision de la Constitution adopté. 123 députés ont voté pour, 2 contre et 33 se sont abstenus. Cette nouvelle loi du parrainage abroge et remplace ainsi l'article 29 de la Constitution. C'est un point d'accord du dialogue national qui vient d'être matérialisé. Le résultat du dialogue a produit cette réforme constitutionnelle de l'article 29. Et il est à saluer parce que nul n'a le monopole de la vérité. Il y a eu un consensus fort, les gens sont accordés parce que le parrainage, il est nécessaire, il est obligatoire. Il est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait un filtre. Regardez aujourd'hui, il y a combien de candidats déclarés? Presque une 50aine. C'est pas sérieux. Il y a ceux qui ont participé au dialogue, il y a d'autres qui n'ont pas voulu participer. Et je pense que même à travers le débat aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est un dialogue. Parce qu'ici, les gens sont en train de donner l'autre point de vue. Ceux qui étaient absents au dialogue sont en train de parler. Le parrainage faisait partie des points soulevés par le PDS. Et après les discussions, il a été retenu qu'on va mettre 0,6 et 0,8. Mais il y a aussi le parrainage optionnel. C'est-à-dire si vous avez 8% des députés, ce qui revient à 13 députés, ils peuvent parrainer un candidat. Et aussi 20% des maires et des présidents de conseils départementaux. Ils peuvent, 120, ils peuvent parrainer un candidat. Cela, c'est une avancée que nous saluons. Aujourd'hui, les grands partis, comme le PDS, comme d'autres partis, vont libérer le parrainage citoyen et vont permettre à d'autres candidats de recueillir le parrainage citoyen. Depuis le début, nous avons récusé le parrainage. Nous avons dit que c'était extrêmement demandé aux candidats et il y avait aussi cette absence liée au secret du vote, comme l'a rappelé la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a un pas qui a été fait, mais nous pensons qu'on doit aller encore beaucoup plus loin pour permettre aux prétendants à n'importe quelle élection de pouvoir participer. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est encore beaucoup plus d'encadrement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour du parrainage, notamment le parrainage citoyen, qu'il faut véritablement tout faire pour
empêcher cette stratégie d'assèchement qui consiste à un parti au pouvoir d'aller prendre tous les parrains au détriment des... La modification du code de procédure pénale passe également devant la plénière de l'Assemblée nationale. La controversée CREI, remplacée par le PJF, le pôle judiciaire financier. En une décennie, la CREI n'aura jugé que 2 personnes, dont un certain Karim Wade, Ibrahima Kane. Créée par la loi numéro 81-54 du 10 juillet 1981, la Cour de répression de l'enrichissement illicite s'est révélée au grand public au début de la deuxième alternance. Avec l'introduction du délit d'enrichissement illicite dans le Code pénal sénégalais en 1981, la CREI est chargée uniquement de réprimer l'enrichissement illicite et tout délit de corruption ou recel connexe. La juridiction ad hoc mise en place par le régime socialiste ne va connaître que 2 affaires entre 1981 et 1983, dont l'une a abouti à une condamnation. Depuis, elle va rester morte jusqu'en mai 2012, année où Macky Sall a décidé de réactiver cette juridiction d'exception dans le cadre notamment de la traque des biens supposés mal acquis. Une juridiction d'exception dans la mesure où la dite cour ne prévoit aucune possibilité d'appel pour le prévenu et ses règles de procédure renversent complètement le principe sacro-saint en droit relatif à la charge de la preuve. Bref, une juridiction qui viole le droit des prévenus, amenant certains à soupçonner un instrument juridique mis en place pour barrer la route à des adversaires politiques. Une juridiction décriée même sur le plan international, notamment par la Cour de justice de la CEDEAO et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui s'offusquaient de la violation des droits de la défense par l'institution judiciaire. Cette responsable du régime de Maître Abdoulaye Wade, parmi eux, le fils Karim, vont avoir maille à partir avec la CREI. La juridiction en question est composée d'un président et de 4 assesseurs. Elle comprend également un procureur spécial, une commission d'instruction et un greffe. Dans l'affaire des biens supposés mal acquis qui a abouti à la condamnation le 23 mars 2015 de Karim Wade à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende pour enrichissement illicite, 3 personnalités, dont l'actuel ministre de l'Intérieur, s'étaient illustrées. Il s'agit de feu Henri Grégoire Diop, président de la CREI à l'époque, Alioune Ndao, le procureur spécial, mais également son substitut, qui n'est autre qu'Antoine Félix Diome. Oui, vraiment, les débats se poursuivent actuellement à l'Assemblée nationale. Une réforme pour prévenir la criminalité sous toutes ses formes. Cependant, certains politiques et praticiens du droit doutent de sa pertinence. Voyons tout cela avec Habib Faye, Youssef Barro. La Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI va être supprimée et remplacée par le pôle judiciaire financier. Une réforme saluée par l'avocat Maître Papsen. Pour la robe noire, ce nouvel instrument judiciaire va avoir le double effet de sanctionner, mais surtout de prévenir la criminalité financière sous toutes ses formes. Cette réforme a nécessité un ajustement sur le principe de la charge de la preuve pour être plus conforme au principe universel des droits de l'homme. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette réforme, c'est qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances qui ont été notées avec la CREI lors donc de sa réactivation, notamment l'absence de double degré de juridiction qui se trouve être l'appel. Et aujourd'hui, le projet de loi prend en charge cette question. Mais ça nous permettra de respecter davantage les droits de la défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est jugée devant le pôle judiciaire financier aura la possibilité désormais, à partir de cette réforme, de pouvoir interjeter appel contre la décision qui sera rendue donc par les juridictions. Or, avec la CREI, cela n'existait pas. Ce n'est pas l'avis de Maître Abdoulaye Tine qui balaie d'un revers de main cette suppression de la CREI. Cherche à supprimer cette juridiction. De prime abord, on serait tenté d'applaudir. Sauf que on s'interroge sur les objectifs cachés de cette suppression qui n'est pas demandée et qui arrive tardivement. La CREI, c'est pour les autres, l'OFNAC, c'est pour nous. Aujourd'hui, Macky Sall, curieusement, annonce son départ et veut nous supprimer en même temps la CREI. Là, je me dis non, ce n'est pas le moment. Parce que tout simplement,
Nous voulons éviter deux écueils pour ne pas perdre du temps. Alors que la suppression de la CREI va être actée, d'aucuns soupçonnent une manœuvre du chef de l'État pour protéger ses hommes contre cette juridiction tant critiquée. Merci Habib. Détournement présumé au marché central de Kaolack, une affaire d'autorisation de permis d'occuper jugée illégale. Des commerçants accusent la municipalité d'être ce qu'ils qualifient comme un scandale. Explication Ousmane Tem. Ils ont mis le curseur là où ça fait mal. À quelques mois de la saison des pluies, tous les canaux étaient curés de fond en comble et sécurisés par des nouvelles dalles. Cette année-ci, rien n'a été fait. À l'intérieur du marché, le décor est épouvantable. Sans oublier l'insécurité qui sévit dans ce marché avec des branchements illégaux. Une insécurité totale s'est invitée dans cet encombrement avec des vols, des agressions, des intimidations, etc. Un spectacle vraiment désolant. Nous avons décelé des branchements illégaux à l'intérieur du marché et chez les tabliers du centre commercial Al-Islam. On les a signalés lors d'une réunion tenue dans les locaux de la Sénélec, mais rien. Ces commerçants dénoncent l'octroi d'un permis d'occuper qu'ils qualifient d'illégal avec des relents de corruption. Quelle que soit la dimension de la cantine, on ne paie pas plus de 10 000 francs par mois. Mais ce monsieur dit avoir versé le montant de 370 000 francs avant d'obtenir la signature de monsieur Mbengom et de Serigne Mboup. Ces derniers doivent tirer cette affaire au clair. Face à tous ces problèmes, ces commerçants ont décidé de ne plus payer la taxe municipale jusqu'à nouvel ordre. Nous avons décidé d'arrêter le paiement de toute forme de taxe municipale à partir du 1er août jusqu'au 5 septembre, renouvelable et non remboursable. Pour une meilleure organisation du marché, un comité de gestion avait été mis en place par la municipalité. Mais ces commerçants ne voient pas son utilité. Ousmane, la mairie de Kaolack n'a pas souhaité commenter l'affaire pour le moment. L'autre grand titre de cette édition, le prix du kilowattheure de l'électricité n'a pas augmenté. Toutefois, certains clients s'étonnent de la variation du volume de crédit Oyofal. Les compteurs virent un peu trop rapidement au rouge au goût de certains clients. Pour éclairer notre lanterne, Fatima Touré, Amadouba. Une grosse polémique s'installe autour de l'utilisation et de la consommation des compteurs Oyofal. Beaucoup de clients ruent dans les brancards pour dénoncer une instabilité du nombre de kilowattheures dans le système de recharge. Ils indexent la Sénélec et parlent d'arnaque. Parce que c'est pas parce que j'ai les moyens de plus charger que je dois plus payer. C'est-à-dire que moi, peut-être que je charge beaucoup, mais parce que je bosse comme un fou. Parce que je me réveille à 6 heures, je travaille comme un malade. Et pourquoi on me fait payer plus cher? Au contraire, on doit me donner un tarif préférentiel. J'achète presque 20 000, 25 000 hein, par mois. Oui. Vous avez des appareils? Non, j'ai une télévision et un ventilo. Oui. Donc Oyofal n'est plus Oyofal? Non, n'est plus Oyofal. Ouais. Mais quoi? Le diesel. C'est diesel. Donc vous voulez qu'on trouve des solutions? Oui, il faut qu'on trouve des solutions pour que le gouvernement puisse nous aider. Je suis venu au Sénégal parce que je voulais monter un centre de compétences avec des jeunes que je recrute, des informaticiens, qui ont besoin d'être dans un espace climatisé et qui ont besoin, j'ai besoin d'avoir une baie informatique dans laquelle je mets des serveurs. Et donc ça permet en fait 24 heures sur 24 de climatiser ma salle et de mettre les informaticiens dans de bonnes conditions. Et je ne peux pas le faire. Parce que quand je vois le tarif du Oyofal, la manière dont ça augmente, c'est pas possible. Que je descends au Maroc, j'ai des informaticiens qui sont aussi compétents. L'électricité, ça me coûte rien. Et surtout, je monte. C'est pas possible. Que je descends au Maroc, j'ai des informaticiens qui sont aussi compétents. L'électricité, ça me coûte rien. Et surtout, je paye un tarif transparent. Donc du coup, aujourd'hui, l'argument, je trouve, est trop léger, quoi. On ne doit pas faire une politique de prix comme ça où on dit plus on consomme, plus on paye. Donc les start-upers sont exclus. Le responsable du département Relations clients et innovation au sein de la direction commerciale de la Sénélec apporte des éclairages sur la question et rassure. Si le client fait un achat en espèces de plus de 100 000 francs, donc le timbre de la transaction commerciale, qui va équivaloir à 1% du montant. Puis viennent d'autres éléments, donc tels que la redevance, donc
qui représente au fait des frais d'entretien et de location du compteur, donc qui est un montant fixe et qui est prélevé une fois dans le mois. Vient la taxe communale, donc qui est un montant qui est collecté par Senelec et reversé aux collectivités locales et qui va équivaloir à 2,5%, n'est-ce pas, de la transaction qui va être effectuée par le client. Il tient aussi à préciser que tout client qui dépasse les 250 kWh dans le mois, qui équivaut à la première et deuxième tranche considérées comme les tranches sociales, est soumis au paiement de la TVA. Donc les premières et deuxièmes tranches sont des tranches sociales, sont exonérées de TVA. Par contre, la troisième tranche est frappée de la TVA. Ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on réalise des achats dans le mois, on peut se trouver à basculer d'une tranche à une autre, à évoluer d'une tranche à une autre. Le président de l'association des consommateurs, pour sa part, conforte les explications de la Senelec et demande aux consommateurs de revoir leurs habitudes en cette période de chaleur. En général, la période de chaleur correspond à la période des vacances. Ça veut dire que les enfants sont à la maison, les gens sont dans les chambres et regardent la télévision, etc. Les enfants se couchent plus tard. Tout le monde se couche tard parce qu'il fait chaud. Et tout cela augmente la consommation de la maison. Depuis un moment, les consommateurs ont voulu se faire entendre. Woyofal n'est plus ce qu'il était, disent-ils. Aujourd'hui, ils attendent que des solutions soient vite trouvées. Le dossier du 20h avec Fatima Touré. Merci beaucoup Fatima. Tout autre chose, les travaux Promoville entamés à Bambilor avancent à grands pas. Le volet assainissement est pris en compte. Le maire de la commune annonce la construction d'un bassin de rétention pour soulager les quartiers les plus touchés par les inondations. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bambassamb. Lancé par le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et solidaire, le programme de modernisation des villes du Sénégal change le visage du village de Bambilor. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant, au grand soulagement des populations. Merci encore aux bénéficiaires. Si je dis bénéficiaires, c'est les populations de la commune, mais en particulier les populations du village de Bambilor qui s'approprient actuellement ce projet, qui est un projet attendu depuis fort longtemps. Aujourd'hui, je me réjouis encore de faire cette visite avec l'ensemble des élus du village de Bambilor et d'autres membres du conseil municipal, du chef du village de Bambilor et des élus et des délégués de quartier qui aujourd'hui sont prêts à s'approprier ce joyau qui fera de Bambilor l'une des villes les plus modernes du département de Rufisque. Ce programme contribue aussi à la lutte contre les inondations. Le volet assainissement n'est pas négligé. En plus, un bassin de rétention est prévu. Et aujourd'hui, vous avez vu le drainage des eaux sur des canaux jusqu'au pont de Bambilor. Et sur ce, nous ne pouvons que se réjouir parce que ce qu'on attendait, il était très difficile d'être ici en temps d'hivernage. Mais aujourd'hui, avec les premières pluies déjà tombées, nous avons vu l'eau couler et aller. À côté de ce programme, la commune a mobilisé des fonds propres pour réaliser quelques travaux. Une bonne vision. Vous avez visité le marché en construction en hauteur. Oui, il y a 234 places disponibles en bas et 34 pour la première phase pour désengorger les gens commerçants qui sont dans les rues pour qu'ils puissent venir vraiment travailler ici en hauteur. Les populations sont invitées à s'approprier et à préserver ces infrastructures pour leur bien-être. Merci Abdou et toutes nos excuses pour cette imperfection technique. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Alioune Badara Mbengue intitulé Les flots en sanglots. Dans cet ouvrage, l'auteur s'intéresse à l'immigration clandestine qui fait de nos jours autant de victimes. C'est un sujet de l'heure. Note de lecture, Ibou Diouf. Quelques lignes pour parler d'un phénomène de société, l'immigration irrégulière ou clandestine qui continue d'enregistrer des victimes. Dans son roman, Alioune Badara Mbengue parle des flots qui sont en sanglots. Les flots en sanglots, c'est juste une figure de style que j'ai utilisée pour personnifier la mère et lui dire qu'elle est en larmes, qu'elle pleure. Pleure pourquoi? Parce qu'à travers l'immigration clandestine, des milliers de jeunes ont perdu la vie. En voulant
regagner pour une vie meilleure, ce qui a causé beaucoup de dégâts, de tristesse, de désolation. Flot en sanglots pour parler du bilan macabre des milliers de morts dans l'océan, un drame qui interpelle l'auteur. Bon, le message ici, c'est juste pour dire que l'immigration clandestine a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de torts, et qu'il faut faire tout pour éradiquer ce phénomène. Voilà, parce que j'ai abordé l'immigration sous l'aspect psychologique, parce que je me dis que beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur les causes et les conséquences. Mais je me dis qu'il y a un aspect qu'on a un peu négligé, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire le suivi des victimes, des rescapés, ceux qui ne sont pas morts, qui sont revenus, mais qui ont vécu le drame en haute mer. Il faut savoir que ce n'est pas la même personne, la personne qui était partie, ce n'est pas la même personne qui est revenue. Aline Badrameng propose au lecteur un récit parfois poétique qui retrace le parcours d'un candidat à l'immigration. Vraiment, ça a été divisé en 17 chapitres. Bon, j'ai un peu pris le style du cinéma pour écrire seulement. Donc j'ai dit que j'ai divisé seulement en 17 chapitres ou séquences. Bon, pour moi la littérature c'est juste un partage. Parce qu'un écrivain c'est quelqu'un qui a une histoire à partager, à échanger. C'est une histoire d'amour, c'est vrai, mais c'est du partage, une histoire, je veux partager, avoir donner et recevoir. En attendant de trouver une solution au phénomène de l'immigration clandestine, l'auteur Aline Badrameng partage sa réflexion sur la prise en charge psychologique des candidats, une étape non négligeable après une tentative qui n'a pas abouti. Merci vous. Un colloque international de solidarité avec les communes et maires impactés par la crise sécuritaire au Sahel s'est ouvert à Dakar. Une rencontre d'échange sur les voies de la paix. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Ils sont maires et viennent des villes des pays du Sahel. Pour la majorité d'entre eux, leurs localités font face à d'importantes questions de sécurité. Le département de Tillabéri, d'Ayourou, de Filengue et de Walam qui sont exposés également au phénomène Daesh. C'est des forces ambulantes. Vous savez, le terrorisme n'ont pas de territoire. C'est des gens à dos de moto, à dos d'âne, en voiture, qui se promènent dans l'espace et qui font leur forfait. Donc, les communautés doivent également s'adapter à leur mouvement, ou pour les encadrer, ou les forces de défense et de sécurité aussi, pour les maîtriser. À travers des groupes armés qui ont instauré, en tout cas, un mal-vivre dans tous ces espaces. Exemple, les tueries, exemple, les incendies des villages, l'empêchement en tout cas de la population à vaguer à leurs occupations. La crise sécuritaire au Burkina, au Mali et au Niger au centre des débats de ce colloque. L'objectif est de réfléchir aux voies et moyens pour éradiquer cette violence qui a fini par s'installer, mais également faire preuve de solidarité entre communes touchées ou non par ce phénomène de violence. C'est qu'ici, ce sont les maires, acteurs à la base, les acteurs institutionnels les plus proches des populations, ces maires qui vivent la proximité avec les populations impactées et qui sont chargés de leur fournir les services sociaux de base. Ce sont ces maires qui ont décidé eux-mêmes de se rencontrer, d'analyser leurs problèmes, d'apprécier donc l'étendue de ces difficultés et de proposer des solutions. Ensemble pour plus de solidarité et de compassion agissante avec les communes du Sahel. C'est autour de ce thème que ces élus locaux vont se pencher pour 2 jours. À cette issue, il est prévu un fonds de solidarité qui viendra assister les collectivités territoriales qui font face aux problèmes de sécurité. Dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, le Mali, la République centrafricaine et le Kenya, où la vie chère est à l'origine d'une série de manifestations qui ont fait plusieurs pertes en vie humaine. Daniel Diouf.
De violentes manifestations dans plusieurs villes du Kenya à l'appel de la coalition d'opposition Azimio, amenée par Raila Odinga, le candidat malheureux à la présidentielle de 2022. Des manifestations contre la vie chère et la politique du gouvernement kenyan. 2 personnes tuées mercredi, plus de 300 personnes interpellées. La précédente journée de protestation de 12 juillet avait fait 9 morts. Ce mouvement de protestation lancé en mars a donné lieu ces dernières semaines à des actes de vandalisme, des pillages et des violences qui ont fait au moins une vingtaine de morts. Le chef de l'État, William Ruto, a dénoncé l'attitude de son rival de 2022 qui l'accuse d'inciter au chaos. 13 personnalités et entreprises accusées d'être impliquées dans des exactions du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali, en Centrafrique et au Soudan sont frappées par des sanctions imposées par le Royaume-Uni. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, les faits reprochés incluent des exactions et des actes de torture au Mali et en République centrafricaine, mais aussi des menaces à la paix et à la sécurité au Soudan. Londres a également sanctionné des compagnies minières et de sécurité accusées de financer Wagner ou de participer à ses opérations. Au Mali, le Foreign Office, le ministère britannique des Affaires étrangères, cite le massacre d'au moins 500 personnes avec des exécutions sommaires, des viols et de la torture. En Centrafrique, Wagner est accusé de cibler délibérément des civils, tandis qu'au Soudan, il a fourni des armes et des équipements militaires selon Londres. Et puis en Afrique du Sud, une explosion a frappé le centre de Johannesburg mercredi dans l'après-midi à l'heure de pointe. On le voit sur ces images, cette chaussée d'un axe de circulation fendu. Miracle, pas de mort, mais seulement une quarantaine de blessés. L'origine de l'explosion est à ce stade inconnue. La déflagration a renversé plusieurs véhicules. Les services d'urgence ont initialement pointé une possible explosion de conduite souterraine de gaz, mais une compagnie de gaz a estimé dans la soirée qu'il était peu probable que l'explosion ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite. La compagnie précise que son réseau n'a subi aucune perte de pression, ce qui indique que les conduites sont intactes. De plus, ses clients dans la zone continuent de recevoir du gaz sans interruption. Merci Daniel. En sport, football, la violence s'est invitée hier au match GFC Giraffe. Tout est parti d'un penalty sifflé en faveur des Verts et Blancs. Au bout du temps additionnel, les Banlieusards ont vu rouge. Une demi-finale de la Coupe du Sénégal à l'image de la saison émaillée d'incidents. Mamadou Ndiaye. Encore des scènes de violence qui n'honorent pas le football sénégalais. Une demi-finale très attendue entre le Guédiawaye FC et Giraffe de Dakar au stade Ibrahima Boye. Résultat des courses, la dissolution. Une faute sifflée à la 120e minute crée la polémique. Le match est interrompu. Une énième violence notée cette saison. Une goutte d'eau de trop. Les acteurs demandent plus de sanctions envers les clubs. Du règlement de la Ligue sénégalaise de football professionnel dit que toujours dirigeants, en tout cas, qui se donnent à des pratiques occultes doivent être sanctionnés. Mais pourquoi on n'applique pas ces sanctions, ces textes et règlements du football sénégalais? C'est justement pour moi, à côté, il y a des dirigeants qui sont jugés partis. Et c'est difficile de sanctionner quand c'est son club qui est concerné par ces actes. C'est difficile de sanctionner quand c'est un membre du staff de son club qui est concerné par ces actes. Toutes ces scènes-là, toutes ces violences-là n'ont pas leur place dans ces milieux. Donc il est temps vraiment de discuter ensemble, de trouver des solutions, mais surtout les acteurs, les décideurs, les supporters, les joueurs, nous devons revoir nos comportements dans les stades. On a alerté toute la semaine en demandant à la fédération de délocaliser le match, vu que c'est un stade qui n'a pas une très grande capacité d'accueil. Maintenant, malheureusement, on a tous vu ce qui s'est passé hier et c'est à l'image de cette saison avec beaucoup de violence récemment, même au stade Ngalandou Diouf entre le Giraffe et TFC et beaucoup de matchs cette saison. Les pratiques mystiques, des actes jugés antisportifs dans les stades, l'une des causes des violences dans le sport. On a également vu des pratiques mystiques, ça ne fait que retarder parce que le football de haut niveau ne peut pas tolérer ce genre de choses. Donc je crois que les véritables responsabilités doivent être situées. Il faut prendre des décisions fortes comme celle qui a été prise à l'encontre de l'AS Pikine. Je crois que la fédération, autant que la Ligue Pro, doit taper du poing sur la table et pourquoi pas faire des retraits de points. La commission de discipline de la Ligue Pro avait annoncé 62 cas de violence en Ligue 1 et Ligue 2 en 22 journées de championnat et seulement 7 cas statués.
Dans le reste de l'actualité sportive, accord entre Sadio Mané et Al Nassr en Arabie Saoudite, l'équipe nationale du Sénégal de football qui reste deuxième au classement Zone Afrique de ce mois de juillet, et puis le Stade de Mbour qui retrouve la finale de la Coupe du Sénégal de football 6 ans après le drame au Stade Demba Diop. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Cheikh Sadibou Diarra. Cheikh Sadibou Diarra n'est pas disponible, on le retrouve dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue, soir d'info dans un instant avec Binta Diallo et son invité ce soir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.